Bonjour chers élèves, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de synthèse chimique. Nous sommes toujours dans le chapitre sur les transformations chimiques et après avoir parlé de l'équation de la réaction et de la réaction chimique, parlons maintenant de synthèse. Regardons tout d'abord ce qu'est une synthèse et quelles en sont les différentes étapes. Une synthèse chimique, c'est une transformation chimique. Elle a un but précis, c'est de créer une molécule que l'on veut utiliser par la suite. On peut faire des synthèses pour créer des médicaments, on peut faire des synthèses pour créer des colorants, pour faire encore des substances odorantes. Bref, l'utilité peut être totalement diverse et variée. Mais la synthèse chimique suit un certain nombre de processus. Donc pour faire la synthèse, on va commencer dans un premier temps par faire la transformation chimique. Cette étape de réaction est réalisée à l'aide d'un montage à reflux, on en parle juste après. Une fois que cette transformation est faite, eh bien l'espèce chimique que l'on souhaite utiliser est mélangée avec tout le milieu réactionnel. Pour cela, il faut donc l'isoler. C'est la deuxième étape. On isole l'espèce chimique à l'aide de différentes étapes et différents processus que peuvent être le relargage ou encore l'évaporation du solvant ou encore une extraction par solvant. Bref, tout un tas d'étapes que l'on connaît déjà dans d'autres situations qui vont nous servir ici à isoler l'espèce chimique ciblée. S'ensuit la troisième étape qui s'appelle la phase de traitement, où le but est de purifier l'espèce chimique le plus possible de façon à ce qu'elle soit le moins mélangée avec des impuretés. Et enfin, la dernière étape, sûrement une des plus importantes de la synthèse, c'est l'identification, pour être sûr et certain que l'on a bien fabriqué l'espèce chimique que l'on souhaitait viser dès le départ de la réaction. Nous allons donc commenter ici deux étapes, la première et la dernière. Commençons donc d'abord par voir cette étape de réaction chimique de transformation, c'est vraiment l'étape primordiale de la synthèse. Pour faire une transformation chimique, et encore plus précisément comme on l'a vu avec les réactions chimiques, il faut mélanger des réactifs qui vont disparaître pour donner des produits. Cependant, toutes les réactions ne sont pas rapides. Il y a plusieurs façons d'accélérer une réaction. La première est d'utiliser une espèce chimique supplémentaire qui s'appelle un catalyseur, on verra ça les années suivantes. Une deuxième possibilité est d'augmenter la concentration des réactifs, chose qu'on ne peut pas toujours faire. La troisième possibilité est d'augmenter la température. Et bien, pour utiliser cette troisième possibilité, ce troisième facteur cinétique qui permet d'accélérer, eh bien on utilise un dispositif particulier qui s'appelle le montage à reflux. Alors voilà ce montage à reflux. Si on essaye de l'analyser, on voit qu'il est constitué de plusieurs morceaux avec un support élévateur. Ensuite, on a au-dessus un chauffe-ballon. Dans le ballon, quand l'on met dans le chauffe-ballon, on a le milieu réactionnel avec le mélange de tous les réactifs et les produits. Par-dessus, on y ajoute un réfrigérant à eau, exactement comme dans le système de la distillation. Sauf qu'au lieu d'être penché, cette fois-ci, il est au-dessus. Et donc, il y a un système de circulation d'eau qui va permettre de recondenser les vapeurs. Il faut donc connaître son montage et surtout savoir en refaire le schéma que voici. Complétons la légende ensemble. Le montage à reflux doit forcément être fixé, c'est pour ça qu'il y a sur le côté une potence. Sur cette potence, on y a donc posé un support élévateur qui va permettre de monter ou descendre l'appareil de chauffage de façon à, si jamais la réaction s'emballe, pouvoir tout de suite couper au moins le chauffage. Donc sur ce support élévateur, on a le chauffe-ballon et dans ce chauffe-ballon, il y a le ballon. Dans ce ballon, il y a ce qu'on appelle le milieu réactionnel. Attention, il n'y a pas que les produits, on va voir pourquoi tout à l'heure. C'est vraiment le mélange des produits, des réactifs et de tout ce qui sert à faire la réaction. Ce ballon ne repose pas directement sur le chauffe-ballon, il est maintenu par une pince à la potence. Et au-dessus de ce ballon, on y ajoute un réfrigérant à eau. Il peut y avoir plusieurs types de réfrigérants, un réfrigérant à boule, un réfrigérant à chicane, voire même des réfrigérants droits, on peut même utiliser des réfrigérants à air. Et je vous ai schématisé ici le réfrigérant à boule. Ce réfrigérant est lui aussi maintenu par une pince qui, elle, a 3 doigts. Et il faut bien noter dans le réfrigérant la partie extérieure qui sert à la circulation d'eau avec l'entrée d'eau par le bas toujours et la sortie d'eau par le haut. Essayons de nous poser la question à quoi servent les différents éléments de ce système. Comme on l'a dit, le chauffe-ballon permet d'augmenter la température et donc va permettre à la réaction de se faire plus vite. Le support élévateur, comme j'ai dit, permet d'enlever la source de chaleur au cas où la réaction s'emballe, et bien il faut pouvoir couper tout de suite ce qui permet d'accélérer la réaction. Alors pourquoi utilise-t-on un réfrigérant? Eh bien en chauffant à la fois les réactifs et à la fois les produits, pourrait passer à l'état gazeux. En passant à l'état gazeux, on se retrouve confronté à deux problèmes. Le premier, la toxicité des espèces chimiques qui pourraient être libérées dans le laboratoire et donc contaminer toutes les personnes qui sont là. Et la deuxième chose surtout, c'est que si soit le produit, soit les réactifs passent à l'état gazeux, eh bien on les perd. Et soit la réaction s'arrête, soit ce qu'on a fabriqué disparaît totalement dans la nature. D'où le montage à reflux,
qui permet comme ça aux vapeurs de monter, puis dans le réfrigérant de se recondenser, puis peut-être de remonter, puis de se recondenser, de monter, de se recondenser. Voilà pourquoi on parle de reflux, parce que les espèces chimiques font comme ça des allers-retours entre le ballon et le réfrigérant. Voilà pourquoi il y a nécessairement une deuxième étape d'extraction, puisque dans le ballon, à la fin de la réaction, il y a un mélange à la fois des restes des réactifs s'il y en a, mais aussi des différents produits et de tout ce qu'on a pu y ajouter pour accélérer la réaction. Parlons maintenant de la dernière étape, l'étape d'identification. Pour identifier une espèce chimique une fois qu'elle a été isolée, on dispose de plusieurs possibilités. Une de ces possibilités, c'est ce qu'on appelle les tests chimiques. On a vu les tests des ions, il y a aussi tout un tas de tests sur les classes et les familles des molécules. Le problème, c'est que ces tests sont destructifs et souvent ne sont pas nominatifs. Ils ne vont pas permettre directement de savoir quelle est l'espèce que l'on a fabriquée. C'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle les caractéristiques physiques. On en a déjà parlé précédemment, les caractéristiques physiques utilisables sont l'indice de réfraction pour les liquides notamment, que l'on mesure avec un réfractomètre. On peut utiliser aussi les températures de changement d'état avec soit le Bank-Hoffler pour mesurer une température de fusion lorsqu'on a un solide, soit un ébuliomètre qui permet de mesurer la température d'ébullition si jamais on a un liquide. Comment cela fonctionne? À chaque fois, on va comparer la valeur mesurée de la grandeur physique que l'on veut analyser avec une valeur de référence tabulée. Si les deux valeurs concordent, alors c'est bien qu'on a synthétisé l'espèce chimique que l'on cherchait. Justement, en parlant de comparaison, une autre possibilité est de procéder à ce que l'on appelle une chromatographie sur couche mince. Le principe est très simple. On va comparer la mobilité de l'espèce chimique que l'on a fabriquée avec l'espèce chimique de référence. Je vais mettre sur un papier, sur une ligne de base, un point de feutre jaune, un point de feutre bleu et un point de feutre vert. Et je vais mettre cette feuille de papier debout dans un bocal avec de l'eau salée au fond et je vais attendre que l'eau monte, attention, sans faire toucher au départ les petits points pour que l'eau passe par les points. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que le jaune monte à une certaine hauteur, le bleu monte à une hauteur qui lui est propre et le vert, lui, n'est pas monté à une hauteur particulière, il s'est séparé en deux. Il s'est séparé en deux couleurs, en jaune et en bleu. Et ce que l'on peut voir, c'est que le point jaune du colorant vert est allé à la même hauteur que le point jaune du feutre jaune et le point bleu du colorant vert est allé à la même hauteur que le point bleu du feutre bleu. Je peux donc dire que mon point vert, mon feutre vert, est composé des colorants bleus et jaunes qui composent aussi les colorants des feutres, d'où le nom de chromatographie, faire apparaître les couleurs. Sauf que là, on ne va pas comparer ça directement avec des espèces colorées, mais avec des espèces chimiques qui sont incolores. Alors comment ça se passe? Il y a une sorte de compétition, c'est-à-dire que les espèces chimiques sont déposées sur une phase qu'on appelle la phase fixe. Cette phase fixe, c'est la plaque. Et donc ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on place la phase fixe dans une cuve à élution ou une cuve à chromatographie. Et au fond de cette cuve, il y a un liquide qu'on appelle l'éluant. Par capillarité, l'éluant va monter le long de la plaque. Une fois arrivé au niveau des espèces chimiques, les espèces chimiques vont avoir deux choix. Soit elles veulent rester sur la phase fixe, soit elles veulent être emportées par l'éluant. Eh bien, la compétition entre les deux choix va faire que chaque espèce chimique va monter à une hauteur précise. Certaines vont se dire « Non, moi je suis bien avec la phase fixe, je bouge pas, je suis sur ma plaque ». D'autres à l'inverse vont se dire « Ah bah je vais aller avec l'éluant, il a l'air super sympa, je vais complètement migrer avec lui ». Et d'autres à l'inverse vont se dire bah un petit peu des deux, un peu plus l'un, un peu plus l'autre, et donc chaque espèce va avoir une hauteur particulière. Donc si sur une plaque de chromatographie je dépose deux espèces chimiques, une que je connais et celle que je veux analyser, et que je regarde à quelle hauteur montent les tâches, eh bien si les deux tâches sont montées à la même hauteur, à ce moment-là, il s'agit bien de la même espèce chimique et j'ai bien identifié celle que je voulais. Si ce n'est pas la même hauteur, je peux dire que ce n'est pas l'espèce chimique de référence. Attention, souvent les espèces chimiques sont invisibles. Pour révéler les plaques de chromatographie, on utilise la plupart du temps une lampe à ultraviolet. Alors je ne vous parle pas des autres possibilités qui se verront un petit peu plus tard dans votre scolarité, notamment par exemple les spectres à infrarouge ou encore les spectres RMN. Voilà, ce chapitre sur les transformations chimiques est terminé. J'espère que tu as bien compris toutes ces étapes et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et puis à la prochaine.